Ce diaporama va montrer l'étude de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique d'un corps pendant sa chute, lorsque sa chute est sans frottement, c'est-à-dire que par exemple les frottements de l'air n'ont pas beaucoup d'effet sur la chute et donc on dit qu'ils sont négligeables. On appelle aussi ça une chute libre. Alors, on va prendre l'exemple d'un pot de fleurs. Ce pot de fleurs est situé au dernier étage d'un immeuble sur un appui de fenêtre. On va donc considérer que son altitude, on l'appelle H max. On rappelle que l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps dépend de l'altitude à laquelle il se trouve. On a appris que l'énergie potentielle ici maximale de ce pot de fleurs sera donc la masse de ce pot de fleurs fois l'intensité de la pesanteur terrestre fois l'altitude maximale de ce pot de fleurs. Imaginons que quelqu'un ouvre la fenêtre et que ce pot de fleurs glisse. Eh bien, on va suivre la chronophotographie de ce pot de fleurs, c'est-à-dire qu'on va étudier les positions successives de ce pot de fleurs pendant sa chute toutes les 0,04 secondes. Allons-y. Il était ici. Maintenant, il se trouve ici en position 1. On voit bien que son altitude H1 est plus petite que l'altitude qu'il avait précédemment, H max. Donc, on se retrouve avec EP1 maintenant, énergie potentielle de pesanteur, qui vaut toujours la masse du pot de fleurs fois l'intensité de la pesanteur terrestre, ça n'a pas changé, mais cette fois-ci fois l'altitude H1, qui est plus petite que H max. Donc, on en déduit que EP1 est inférieur à EP max. En position suivante, 0,04 secondes après, l'altitude H2 est maintenant plus petite que celle de H1. Donc de la même manière, l'énergie potentielle du pot de fleurs en position 2, qui a cette formule maintenant, va être plus petite que l'énergie potentielle qu'il avait en position 1, puisque H2 est plus petit que H1. Pareil pour la position 3, je vais donc assez vite. La formule, il y a juste l'altitude H3 qui a changé, elle est plus petite que H2, donc le résultat EP3 va être plus petit que EP2. Et donc vous aurez compris que en position 4, l'énergie potentielle 4 du pot de fleurs est plus petite que celle en position 3, ainsi de suite, donc en position 5 plus petite que celle en position 4, et une fois qu'il a touché le sol, ce pot de fleurs n'a plus d'énergie potentielle de pesanteur puisque son altitude vaut maintenant 0. Donc dans la formule, H est remplacé par 0, donc on a une énergie potentielle de pesanteur de 0 joules. Alors, visualisons un peu les choses. Si nous représentons par un diagramme bâton rouge l'énergie potentielle de pesanteur du pot de fleurs, pendant la chute libre, eh bien cette énergie potentielle de pesanteur diminue progressivement. Elle passe en effet d'une valeur qui était maximale, on va l'appeler EP max, à la valeur 0 joule. Maintenant, nous allons nous intéresser à la forme d'énergie qui dépend de la vitesse du pot de fleurs. Cette forme d'énergie, vous savez tous que c'est l'énergie cinétique. Reprenons la toute première position, c'est-à-dire quand le pot de fleurs est immobile, il ne tombe pas. Sa vitesse initiale, c'est pour ça que j'ai écrit VI, est de 0 mètres par seconde. Donc son énergie cinétique, d'après la formule, va être 1/2 de la masse du pot de fleurs fois la vitesse du pot de fleurs au carré. Donc VI, je rappelle que c'est la vitesse à l'instant initial, c'est-à-dire quand le pot de fleurs est encore sur l'appui de fenêtre. Eh bien, si vous remplacez VI par 0, vous allez obtenir ECI égale 0 joule. On prend la position suivante lorsque la chute libre a commencé. On constate que le pot de fleurs s'est déplacé d'une position D1. Cette position D1 permet de calculer par exemple la vitesse V1 du pot de fleurs dans cette position, c'est D1 divisé par delta T. Donc toutes les 0,04 secondes, on voit ici que la distance a été parcourue pendant ces premières 0,04 secondes. On voit donc que V1, forcément, c'est une vitesse qui n'est pas nulle puisqu'il est en déplacement, ce pot de fleurs. Donc c'est supérieur à la vitesse initiale lorsqu'il était immobile. Donc forcément, la nouvelle formule, EC1, c'est toujours 1/2 de la masse du pot de fleurs, mais cette fois-ci fois V1 du pot de fleurs au carré. V1 est plus grand que VI, différent de 0, et bien EC1 est plus grand que ECI. Donc l'énergie cinétique du pot de fleurs dans cette position 1 est plus grande que l'énergie cinétique qu'il avait dans la position de départ. De la même manière, en position 2, il a parcouru une distance D2, on peut calculer sa vitesse. On constate
que D2 est plus grande, regardez, que D1. Sur la chronophotographie, ça se voit. Donc, ça veut dire que la vitesse V2 est supérieure à la vitesse V1. Donc, dans la nouvelle formule, EC2 égale 1/2 de la masse du pot de fleurs fois V2 au carré. Ben, V2 étant plus grand que V1 de tout à l'heure, on va avoir EC2 plus grand que EC1. Donc, l'énergie cinétique du pot de fleurs qui est ici est plus grande que lorsqu'il était ici. Et ainsi de suite. Donc, vous aurez compris, je vais un petit peu plus vite, que V3 va être plus grande que V2, donc que EC3 dans la formule, on aura juste changé V2 en V3, EC3 soit plus grande que EC2, et ainsi de suite. Donc, en position 4, l'énergie cinétique du pot de fleurs est plus grande qu'en position 3. En position 5, l'énergie cinétique du pot de fleurs est encore plus grande que l'énergie cinétique du pot de fleurs en position 4, puisque à chaque fois, le pot de fleurs parcourt des distances de plus en plus grandes, toutes les 0,04 secondes. Alors ici, intéressons-nous à l'instant juste avant l'impact, c'est-à-dire avant, allez, disons 1/10 de seconde avant que le pot de fleurs ne touche le sol. Eh bien, puisque la vitesse augmente, ici, il aura atteint sa vitesse maximale. Donc, il aura à cet instant-là l'énergie cinétique maximale qu'il pouvait avoir lors de sa chute. Donc, si on représente par un diagramme bâton vert, cette fois-ci, l'énergie cinétique du pot de fleurs pendant sa chute, eh bien, on constate qu'à chaque position, l'énergie cinétique augmente. Elle va passer de 0 joule, quand il était immobile tout là-haut sur l'appui de fenêtre, à la valeur maximale quand il est juste avant l'impact, juste avant de toucher le sol. Alors, on a vu que sur Terre, toutes les formes d'énergie forment une quantité globale d'énergie qui est toujours la même. En revanche, chaque forme d'énergie passe sans cesse d'une forme à une autre. Eh bien ici, on a expliqué que l'énergie potentielle allait diminuer. Diminuer, ça veut dire qu'une partie de l'énergie potentielle va être perdue. Et on explique à la fois que l'énergie cinétique, elle, va augmenter. Ça veut dire que forcément, l'une s'est transformée en l'autre. Regardez ici, la diminution d'énergie potentielle pour la première position, elle correspond à l'augmentation de l'énergie cinétique qu'on a observée. Et ainsi de suite pour chaque position. Donc on a l'énergie potentielle qui est perdue, qui est égale à l'énergie cinétique qui est gagnée. Donc on dit que l'une se convertit en l'autre à chaque fois. Alors évidemment, ça n'est vrai que dans le cas de la chute libre, c'est-à-dire sans frottement de l'air. Donc ici, on arrive à la dernière position. L'énergie potentielle que le pot de fleurs avait au départ s'est entièrement convertie en énergie cinétique lorsqu'il va toucher le sol. Maintenant, nous allons parler d'une forme d'énergie, enfin, ça n'en est pas vraiment une. C'est une définition. L'énergie mécanique, que je vais appeler EM ici, a pour définition la somme, puisqu'il y a un plus, de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique d'un corps à tout instant. Donc ici, pour mon pot de fleurs, au tout début, dans la position initiale, le bâton rouge représente son énergie potentielle de pesanteur. Ici, le petit trait vert que je dessine vaut 0 finalement, puisqu'il n'a pas d'énergie cinétique. Si je fais la somme du rouge et du vert, ben finalement, j'arrive juste en haut du rouge. Donc l'énergie mécanique est à ce niveau-là de l'échelle. Si je prends la position suivante, l'énergie potentielle de pesanteur du pot de fleurs a diminué, elle a été perdue, mais elle a été remplacée par l'énergie cinétique, en vert. Si je fais la somme des deux, je me retrouve toujours à ce niveau-là, donc l'énergie mécanique vaut toujours la même chose. Et ainsi de suite pour chaque position, puisque à chaque fois, l'énergie potentielle perdue se transforme en énergie cinétique. Donc, lors d'une chute libre, on va pouvoir affirmer que l'énergie mécanique d'un corps reste toujours constante. Elle vaut la même valeur, puisqu'elle est la somme des deux autres qui se transforment l'une en l'autre. En effet, ici on voit bien que l'énergie potentielle, c'est-à-dire la hauteur des bâtons rouges, diminue progressivement. Si je retourne le graphique, on voit bien que la hauteur des bâtons verts augmente progressivement et la somme des deux, c'est la droite ici qui est constante. Très bien. Alors, que se passe-t-il
si on n'est pas dans le cas d'une chute libre, c'est-à-dire que finalement, on a de très importants frottements. Eh bien, quand on a de très importants frottements, on va le constater en prenant un exemple très simple. Imaginons un acteur un peu téméraire, inconscient, qui a pour mission impossible de sauter en piqué d'un hélicoptère qui est en position stable dans les airs. On va appeler cet acteur Tommy Croisière. Eh bien, tant que cet acteur saute en piqué dans l'air, il subit très peu de frottement de l'air, donc il est en chute libre. Donc on peut le considérer comme le pot de fleurs de tout à l'heure. Son énergie potentielle, à chaque fois qu'il descend, va être transformée en énergie cinétique. Donc, il arrive à un instant où il lui reste de l'énergie potentielle de pesanteur et il a déjà gagné pas mal d'énergie cinétique. Bon, heureusement, la production du film a prévu de ne pas perdre le bel acteur Tommy Croisière. Donc, il l'a équipé d'un parachute. Il ouvre son parachute à cet instant. Quand il ouvre son parachute, il a donc déjà perdu une grande partie de son énergie potentielle de pesanteur et il avait gagné de l'énergie cinétique. Ceci était devenu ceci. Sauf que maintenant que son parachute est ouvert, vous savez tous ce qui va se passer, vous avez déjà tous vu ce genre de film. L'altitude de Tommy Croisière va diminuer, donc son énergie potentielle va, elle aussi, diminuer. Et son énergie cinétique, qui dépend de la vitesse, je vous le rappelle. Mais pour un parachutiste, la vitesse diminue. C'est pour ça c'est grâce au frottement. Donc, son énergie cinétique va également diminuer. Donc, ça veut dire que les deux formes d'énergie vont être perdues. Mais alors, en quoi vont-elles se convertir? Parce que cette fois-ci, EP ne se convertit plus en EC. Eh bien, elles vont se convertir, grâce au frottement, en énergie thermique. Exactement de la même manière que lorsque vous frottez vos mains l'une contre l'autre, vous sentez de l'échauffement. Ici, la voile et l'air vont s'échauffer pendant la chute. Regardez ce qui va se passer. À chaque fois que Tommy Croisière va descendre, une partie de son énergie potentielle et une partie de son énergie cinétique deviennent de l'énergie thermique. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il perd de l'altitude et qu'il perd également de la vitesse. Et c'est ainsi que finalement Tommy Croisière va atterrir parfaitement et tout frais comme un gardon.